Comment devient-on la cible de celle qui devrait être votre premier refuge? Aujourd'hui, nous retraçons les premières années sous l'emprise d'une mère perverse narcissique, du conditionnement silencieux à la déclaration de guerre de l'adolescence. Elle ne vous a pas donné la vie, elle vous a assigné un rôle, celui de son reflet, de sa rivale, de sa possession. Être la fille d'une mère narcissique, c'est grandir dans l'ombre d'un empire dont vous étiez à la fois l'otage et l'héritière maudite. Vous avez toujours senti que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir nommer cette froideur, cette jalousie, cette sensation d'être à la fois son trophée et son ennemi. Ce n'était pas dans votre tête, c'était un système. Bienvenue dans le décryptage de la relation la plus toxique, celle qui vous lie à une mère perverse narcissique. Car, contrairement à la mère narcissique classique, son projet n'est pas de briller à travers sa fille, mais de régner sur ses ruines. Dans cet épisode, nous allons remonter à la source. Nous allons comprendre comment se met en place, dès votre premier souffle et jusqu'aux portes de l'âge adulte, le programme maternel pervers. Nous suivrons ce parcours de la petite fille qui ne comprenait pas à l'adolescente meurtrie qui tente de survivre. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, cet épisode est pour vous. Je suis Fatem Zahra Alami, passeuse de paroles libératrices là où règne le non-dit. Je tente de transformer la confusion en une carte lisible, même si le territoire est douloureux et difficile à consoler. Car même dans les décombres d'une guerre intime, la vie murmure encore. Ces décombres, ces murmures, ils ont une origine, une source souvent invisible où tout a commencé. Pour comprendre la profondeur des blessures, il nous faut revenir à ce moment fondateur où votre chemin et le sien se sont croisés pour la première fois. Non pas comme une mère et sa fille, mais comme un architecte et son territoire. Parcourons ensemble ce chemin en remontant à la toute première frontière qu'elle a tracée, celle de votre naissance. Dès le premier cri, vous n'étiez pas une petite fille à accueillir, mais un territoire à conquérir, un projet à façonner. Votre naissance n'a pas été célébrée comme l'arrivée d'une âme, mais comme l'acquisition d'une propriété. Elle ne voyait pas une enfant, mais une possession, un miroir qu'elle pourrait polir, un objet qu'elle pourrait asservir. Et c'est précisément à ce premier murmure de vie qu'elle a déclaré la guerre. Avant même que vous ne sachiez marcher, avant même que vous ne prononciez votre premier mot, le programme était déjà en marche. Dès l'enfance, le sort est jeté. La mère perverse narcissique ne voit pas des enfants, mais des pions. À chaque pion, elle assigne un rôle, déterminant le type de conditionnement qui lui sera infligé. Nous avons parlé dans l'épisode précédent de ces rôles de façon générale destinés à la fois aux garçons et aux filles, mais ceux d'aujourd'hui sont spécifiquement réservés aux filles. Si vous étiez le bouc émissaire,
Votre enfance a été un champ de bataille. Vous étiez dévalorisé. Vous étiez le réceptacle de sa haine, la cause de tous ses maux. Vos réussites étaient minimisées, vos échecs amplifiés. Votre simple existence servait de justification à sa colère. Maintenant, si vous étiez l'enfant invisible, votre enfance s'est déroulée dans l'ombre. On ignorait vos besoins, on passait sous silence vos succès, on agissait comme si vous n'étiez pas tout à fait là. Votre rôle était de ne pas faire de vagues, de ne pas occuper l'espace. Mais si vous étiez l'enfant trophée, vous avez connu le piège du love bombing étouffant. On vous couvrait de cadeaux et de compliments, non pas par amour, mais pour vous formater. Chaque câlin était une entrave, chaque éloge un coup de burin pour sculpter le reflet parfait qu'elle exigeait que vous soyez. On vous disait « Tu m'appartiens et tu brilleras pour moi ». Mais quel que soit le rôle assigné, bouc émissaire, invisible ou trophée, le but était le même, la négation de votre propre identité. Le bouc émissaire était condamné à être fautif, l'invisible était prié de se faire oublier, le trophée devait être parfait, mais sans personnalité. Si vous êtes une femme et que vous avez des sœurs, les rôles peuvent changer, basculer sans préavis, créant un climat de terreur et d'insécurité permanente. Cette instabilité calculée empêche toute alliance entre vous et vos frères et sœurs et vous maintient toutes dans un état de vigilance et de soumission constante. C'est là que réside l'essence de la perversion maternelle, la négation de l'âme de l'enfant. Elle ne cherche pas à connaître l'enfant. Elle la formate. Elle ne l'aime pas, elle la possède. Mais la stratégie la plus perverse, la plus difficile à déceler, c'est celle réservée à l'enfant désigné comme trophée, car son visage n'était pas la haine, mais un amour qui tue. Ce piège du love bombing, où l'amour empoisonné est le plus insidieux. Il pose les fondations de la destruction sous le masque d'un amour qui n'est en réalité rien d'autre que de la possession et de la manipulation. Imaginez une phase de love bombing qui commence dès la naissance d'une petite fille et dure toute l'enfance. Cette phase n'est pas faite d'un amour sain, mais d'un étouffement de propriétaire. Un love bombing qui ne disait pas « je t'aime », mais « tu m'appartiens et tu plieras ». Dans cet univers, l'enfant n'est pas une personne à chérir. Elle était un objet à façonner dont elle polissait la surface pour qu'elle reflète exclusivement l'image de la mère parfaite qu'elle voulait donner au monde. Pendant que les autres enfants jouaient ensemble librement, vous étiez seul et isolé dans votre chambre avec vos jouets, sous couvert de protection. On vous offrait des preuves d'amour qui ressemblaient à des chaînes, des câlins qui étouffaient, des compliments qui formataient, des promesses non tenues, des cadeaux assortis de reproches. Chaque geste, chaque don se transformait en preuve de votre ingratitude. Regardez tout ce que je fais pour elle. Son amour n'était qu'une dette dont elle tenait scrupuleusement les comptes. Vous étiez son investissement et elle exigeait des dividendes, votre soumission, votre silence, votre âme. Dès l'enfance, elle pose les fondations de son futur récit. En public, le love bombing est spectaculaire.
cadeaux ostentatoires, câlins exagérés, éloges devant témoins, regardez comme je la gâte. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un investissement. Elle capitalise sur chaque démonstration, emmagasinant soigneusement ses preuves de sa générosité. Plus elle vous gâte devant les autres, plus elle construit le mythe de la mère dévouée, et plus elle prépare le terrain pour votre future culpabilité et votre ingratitude aux yeux du monde. Quand l'adolescence arrive et que vous osez résister, le piège se referme. Elle sort alors son arsenal. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu as été trop gâté, voilà le résultat. Votre révolte légitime devient la preuve de votre ingratitude. Sa sévérité abusive devient une nécessité, une réaction justifiée face à votre caractère impossible. Vous avez peut-être entendu plus souvent que votre prénom « elle est trop gâtée », car votre prénom désignait une personne, trop gâtée désignait un rôle, celui de la coupable. Vous appreniez à obéir, non par éducation, mais par soumission. Votre personnalité naissante était déjà perçue comme une déviance. La petite fille que vous étiez était son œuvre et son otage. Cette première phase de conditionnement ou de love bombing n'était qu'un leurre. C'est l'appât dans le piège, car elle n'est que la préparation silencieuse, la condition nécessaire pour que la chute à l'adolescence soit plus haute, plus violente et plus définitive. Fini le love bombing. Maintenant, c'est l'adolescence. C'est le début de l'anéantissement. Le drame se noue lorsque l'enfant grandit. Dès l'instant où elle cesse d'être un objet docile pour devenir un être humain avec ses propres désirs, sa propre volonté, sa propre lumière, elle devient une menace pour son système, une rivale existentielle, une ennemie jurée. Et c'est précisément à ce stade que le vrai visage de la perversion se révèle pleinement. Votre simple existence autonome devient une déclaration de guerre et d'indépendance qu'elle ne peut tolérer. Alors, la possession se mue en anéantissement. La logique est simple, froide et absolue. Si je ne peux plus te posséder, je vais te détruire. Fini les leurs, plus de love bombing, plus d'investissement. Même vos besoins les plus basiques, un vêtement décent, un produit d'hygiène, tout vous est refusé. C'est une stratégie délibérée, vous priver de dignité. Elle s'attaque méthodiquement à tout ce qui pourrait vous construire. Votre énergie pour étudier s'aborder par des tâches harassantes ou des crises incessantes. Vos amis interdites. Elles représentent un regard extérieur, une loyauté ailleurs. Vos sorties impossibles. L'isolement est votre nouvelle prison. Votre féminité naissante sanctionnée. Un corps qui change est une trahison. Une boucle d'oreille, un regard admiratif, tout est perçu comme une provocation. Son objectif est clair, anéantir systématiquement toute velléité d'autonomie, d'estime ou d'identité. Vous ne devez exister que comme reflet de son pouvoir ou comme le réceptacle de sa haine. Imaginez un peintre qui veut faire ressortir la lumière sur une toile. Il utilise un fond sombre, un repoussoir. Vous êtes ce fond sombre sur lequel elle dessine sa propre image idéalisée. Elle a besoin de vous haïr et de vous voir comme la mauvaise pour se voir, elle, comme la victime ou la sainte, et pour se sentir bonne et puissante.
Votre existence en tant que coupable devient nécessaire à l'équilibre de son système pervers. En résumé, vous n'êtes pas seulement la cible de sa haine, vous en êtes un élément actif et indispensable dans son théâtre intérieur. Votre destruction est la preuve de sa grandeur. Vous êtes son oxygène. Devant les autres, elle vous nomme son joyau ou le joyau de son esprit. Ce n'est pas un compliment, c'est un cadre, un étiquetage public, une preuve qu'elle est bienveillante et que vous êtes l'ingrate gâtée et la méchante. Mais en coulisses, jamais un mot gentil, juste l'hostilité, le silence, le regard froid, les ordres secs et bien sûr les crises et les scénarios inventés. Parce que dans l'intimité, quand le public est parti, le joyau retourne à l'état de pierre, car un joyau, ça se possède, ça se range, ça se contrôle, et surtout, ça ne brille jamais de sa propre lumière. Alors, la possession cède la place à l'anéantissement. Chaque regard, chaque geste devient évalué, jugé, corrigé ou puni. Elle vous rabaisse, isole, retourne vos proches contre vous. Ce n'est pas un conflit, c'est une stratégie. Votre destruction est la preuve ultime de son pouvoir. Voir cette personne qu'elle avait si soigneusement façonnée se briser, c'est la confirmation qu'elle a toujours eu le contrôle. Votre souffrance devient le ciment de son identité, la preuve de sa toute-puissance et l'objet de sa plus grande jouissance. L'adolescence se termine, mais la guerre, elle, ne fait que commencer. La jeune femme que vous êtes devenue porte déjà des séquelles profondes, sans encore comprendre qu'elle devra continuer à se battre sur un nouveau front, celui de son âge adulte. Pourtant, quelque chose a changé. En écoutant ces mots, vous venez de poser un acte de résistance fondamental. Vous avez nommé l'innommable. Vous n'êtes plus cet enfant qui ne comprenait pas, ou cette adolescente qui subissait sans mots. Aujourd'hui, vous savez que ce n'était pas de l'amour mais de l'emprise, pas de la protection mais de la prison, pas de votre faute mais sans système. Et cette connaissance, aussi douloureuse soit-elle, est votre première victoire. Elle n'efface pas les blessures, mais elle vous en donne enfin la clé. Elle ne réécrit pas le passé, mais elle vous permet d'en reprendre la narration. Vous n'êtes plus son personnage, vous redevenez l'auteur. Et cet auteur, cette femme qui a survécu, mérite qu'on lui donne la parole, qu'on reconnaisse son combat. C'est ce que nous ferons dans notre prochain épisode, Survivre à une mère perverse ou le combat d'une femme. Nous y parlerons de ces batailles concrètes, comment oser exister quand on vous a appris que votre lumière était une menace, comment se construire quand vos fondations ont été minées, comment cesser de vivre comme une coupable ou comme une bête traquée. Parce qu'avant la reconstruction, il y a la reconnaissance du champ de bataille. Et souvenez-vous que même dans les décombres, la vie murmure. Et parfois, elle finit par chanter. Prenez soin de cette conscience nouvelle et de la guerrière en vous. Cette jeune femme qui a survécu à tant de tempêtes, elle mérite d'être entendue. Prenez soin de vous.